Du coup, bienvenue à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Ce soir, c'est Far qui va prendre la parole dans l'amphithéâtre et du coup, sans plus longue introduction, vas-y Far, c'est à toi. Alors déjà merci à tout le monde d'être là. Je vais vous présenter une conférence que j'avais déjà présentée dans un colloque de doctorants. C'était sur le thème des traces et du coup j'avais décidé de présenter comment les manuscrits que j'étudie et comment les manuscrits en général peuvent nous permettre d'apprendre des choses sur des catégories de population sur lesquelles on n'a pas toujours beaucoup d'informations. Là, en l'occurrence, c'était les femmes, et c'était étudier la fonction mémorielle, donc c'est-à-dire comment les manuscrits peuvent servir d'outils pour se souvenir des gens, laisser des traces dans le temps et dans la mémoire. Il y a une catégorie particulière de manuscrits, c'est-à-dire des livres d'heures. Donc déjà pour commencer, alors ça va faire un petit peu redite pour les gens qui m'ont déjà eu dans MTES ou en amphi. Je vais expliquer ce que c'est un livre d'heures. C'est un type de manuscrit assez particulier. C'est mon principal corpus d'études et c'est une source d'information qui est vraiment très précieuse pour les historiens parce que comme c'est un livre qui a été fabriqué en très très grande quantité pendant toute la deuxième moitié du Moyen-Âge, à partir du XIIIe et jusqu'au XVIe siècle, c'est un objet qu'on a en grande quantité pour quasiment tous les pays d'Europe occidentale, pour beaucoup de classes de population, depuis la petite noblesse jusqu'à la royauté. Donc ça nous permet d'avoir des corpus assez étendus et beaucoup de livres qui ont appartenu à beaucoup de gens et surtout qui ont beaucoup appartenu aux femmes. Je vais l'évoquer un petit peu au fil de la présentation, mais il faut bien garder à l'esprit que le livre d'heures, c'est vraiment un objet du quotidien pour les femmes de l'aristocratie et donc ça fait vraiment partie de ces objets qui leur sont précieux, qu'elles vont utiliser beaucoup, et qui vont leur servir à différents usages et qui vont beaucoup porter leur mémoire. Un livre d'heures, avant tout, ça sert à recueillir toutes les prières dans une journée. On appelle ça un livre d'heures parce que la journée est divisée en 9 heures canoniales, sur le modèle du mode de vie des moines. Et pour chaque heure, on va avoir une série de lectures et de prières qui va correspondre donc à chaque moment de la journée. Dans ces livres d'heures, on apprend parfois à lire. C'est l'exemple que je vous ai mis à côté, à gauche. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon pointeur, normalement oui. Vous avez donc cette image, vous avez l'image centrale et vous avez toute la marge tout autour sur ce fond jaune, qui est en fait un fond doré à la feuille. Vous avez des lettres. Et on pense que c'est ce genre de support où les enfants pouvaient apprendre à lire, à reconnaître les lettres, comme dans un alphabet classique ou un abécédaire, comme dans les livres pour enfants. On a également un calendrier, c'est ce qu'on a à droite, on a le mois de février par exemple, le mois de janvier, pardon, avec le signe des poissons. Et donc ce calendrier, lui, va avoir les fêtes des saints. Donc c'est vraiment des choses qu'on va utiliser au quotidien pour savoir quel jour il est, quels saints on fête aujourd'hui, ce genre de choses. Ensuite, donc déjà on a cet aspect d'objet du quotidien, donc d'éducation, de pratiques religieuses, mais il faut bien savoir aussi qu'un livre d'heures, donc c'est un manuscrit, c'est-à-dire que c'est un livre qui est copié, fabriqué et enluminé à la main par des artisans, donc ça coûte très cher. Donc c'est un objet de luxe, c'est un objet de prestige, qu'on va montrer aussi pour montrer qu'on est riche, qu'on est cultivé. Donc il faut voir que ce sont des objets qui vont être investis de plein de significations très très importantes dans la société médiévale, et c'est pour ça que ce sont des objets aussi intéressants à étudier. Dernière chose, pourquoi les femmes? Question un petit peu tarte à la crème. Et tout simplement parce que ces manuscrits, comme je le disais, vont vraiment nous permettre d'en savoir un peu plus, vraiment sur des choses très quotidiennes, sur leurs activités, sur leurs usages, sur des pensées qu'elles pouvaient avoir, sur une vie intérieure, spirituelle et intime, mais aussi une vie familiale, qu'il est parfois difficile d'aborder par d'autres médiums. Alors en premier, qu'est-ce qu'on laisse comme trace dans un livre d'heures? Qu'est-ce que moi je vais aller chercher dans un livre d'heures quand je suis à la recherche de quelqu'un, entre guillemets? Alors le premier type de marque qu'on va trouver, qui est peut-être le plus évident dans un manuscrit,
Ce sont tout simplement des marques écrites. Ce sont des marques de possession, on va en trouver de différentes natures. Ici, c'est un exemple dans un livre d'heures qui appartenait à une dame qui s'appelle Isabeau de Pontbriand, donc qui est en fait partie de la noblesse bretonne. Je pense il me semble que c'est une famille qui vient de Saint-Malo à l'origine. On a plusieurs livres d'heures de la famille de Pontbriand, ils sont assez connus en Bretagne, c'est vraiment la noblesse qui s'est placée un petit peu partout au service des ducs. Par contre, Isabeau de Pontbriand, on ne sait pas grand-chose d'elle, on sait juste qu'elle a possédé un livre d'heures, qu'elle l'a fait réaliser par un enlumineur qui devait résider probablement à Saint-Malo, d'après le style et puis d'après les caractéristiques du manuscrit. Et à cet enlumineur, elle lui a aussi demandé de compléter dans les litanies, c'est-à-dire le texte que vous avez ici. Donc à gauche, écrit à l'encre noire, vous avez des noms de saints, qui commencent par Saint-Laurent, ici, tout à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est en fait ces lettres qui sont écrites en doré sur en bout de ligne, qui sont un autre texte que je vous ai retranscrit en bas et qui nous dit que ces matines, en fait ce livre d'heures, sont à Isabeau de Pontbriand, qui demande que à la personne qui les trouve, si jamais le bouquin est égaré, si quelqu'un le retrouve, on lui promet un pot de vin ou de cervoise en échange du fait qu'on lui ramène le livre. C'est une formule qu'on retrouve très très souvent dans tout type de manuscrit. C'est probablement un petit peu une formule un petit peu stéréotypée ou de convenance. On n'est pas forcément en train de vraiment promettre un pot de vin, littéralement un verre de vin à quelqu'un qui ramène le livre. Mais ça fait partie voilà, de ces marques de possession où on va indiquer le nom du propriétaire et une formule en disant voilà, vous serez bien gentil de me ramener mon livre parce que quand même c'est quelque chose de précieux. Ici, on est sûr que l'inscription a été rajoutée par le scribe parce que c'est écrit à l'encre dorée. Et l'encre dorée, c'est quelque chose de très compliqué à fabriquer, qui est vraiment réservé aux professionnels. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir dans sa trousse ou dans ses outils d'écriture habituels. On va en trouver aussi qui sont un petit peu plus artisanales, peut-être autographes, c'est-à-dire écrites par la personne elle-même. Donc vous voyez ici, la page a été extrêmement dégradée, c'est vraiment dans les premiers folios du manuscrit, donc c'est souvent des feuillets qui sont très très abîmés, tout simplement parce que ce sont eux qui sont les plus usés quand on manipule le livre, quand on enlève la couverture, ce genre de choses. Les plus exposés à l'humidité aussi, vous voyez que le parchemin a beaucoup souffert. Je vous ai retranscrit le texte à droite, donc on est sur le même type d'inscription. On dit que les heures appartiennent ici à Fleury Menoret, donc qui est une veuve d'un apothicaire. Les recherches ont retrouvé la trace de François Dubroc, donc qui résidait dans le quartier de la Fosse de Nantes. On a pu retrouver pas mal d'informations sur cette personne et sur sa veuve, donc qui a probablement... C'est peut-être elle qui a inscrit ce texte sur son livre d'heures. Et alors quelque chose qu'il faut bien savoir, c'est que les livres d'heures, ça voyage beaucoup. On se les transmet énormément, on les offre, on les lègue, on les revend aussi. Il y a peut-être une sorte de marché de l'occasion, avec des livres qu'on rachète déjà tout fait, entre guillemets. Et c'est pour ça que dans le même livre d'heures, donc c'est un petit livre d'heures à l'usage de Nantes, je suis un petit peu désolée pour la qualité des photos, malheureusement c'est un manuscrit d'un format très petit, et le problème de ces manuscrits, c'est que la reliure est très serrée, ce qui fait qu'on ne peut pas les ouvrir en grand, et ça facilite pas du tout le fait de prendre des photos, surtout d'inscriptions aussi petites. Mais j'espère que vous arrivez quand même à voir qu'on a une petite différence dans le type d'écriture entre ceux-ci, malgré le fait que ce soit quand même très très dégradé. Si vous regardez vraiment attentivement, vous voyez qu'on n'a pas un type d'écriture très soigné, alors qu'ici, on a quelque chose d'un peu plus élégant, notamment dans les premières lignes tout en haut, où vous voyez qu'on a quand même une manière d'écrire beaucoup plus soignée. Et c'est que tout simplement, si vous regardez bien, si vous voyez le texte, donc pareil que je vous ai transcrit à droite, ça a été écrit par un scribe, c'est signé de Pierre Degnon. Et c'est qu'en fait, très souvent, on va confier l'écriture à des professionnels. Et même quand il s'agit de personnaliser son livre d'heures et de dire « ce livre d'heures est à moi »,
c'est assez courant que les gens aillent voir un écrivain public ou un écrivain tout court, puisque le métier d'écrivain ou de scribe existe à cette époque-là, ce sont eux qui rédigent les livres. Et donc c'est assez courant qu'on aille les voir pour leur demander d'écrire toutes sortes d'inscriptions, toutes sortes de textes, y compris donc vous voyez ceci. Ça pose aussi la question de l'alphabétisation des femmes et de savoir si la noblesse savait écrire ou non. On va y revenir un petit peu. En tout cas, voilà, vous avez divers types d'inscriptions qui vont attester de la possession du livre d'heures par un certain nombre de personnes, et ça on va en retrouver dans beaucoup de manuscrits. C'est très courant en fait d'écrire dans son livre que d'y mettre son nom, même dans des manuscrits précieux. On a aussi tout simplement, pas vraiment, alors j'ai appelé ça une signature, mais c'est plutôt tout simplement le fait d'écrire son nom seul. Ici, c'est un petit livre d'heures qui appartenait à une duchesse de Bretagne, Isabelle Stuart. Donc le livre d'heures est daté des années 1450. Vous voyez que l'écriture est quand même assez petite, assez maladroite aussi. Je suis pas sûre que beaucoup d'entre vous arrivent à déchiffrer le nom d'Isabeau qui est écrit, à part peut-être le Y, mais bon, on est sur des types d'écriture qui sont un petit peu compliqués quand on n'a pas l'habitude. Et donc, cette duchesse, elle a signé de son nom plusieurs feuillets de son livre d'heures, ce qui a une importance particulière parce que le fait d'inscrire son nom dans un livre qui contient des textes sacrés, c'est lié à toutes sortes de pratiques qui se développent à la fin du Moyen-Âge et qui incitent les proches, et même tout le monde, toute la communauté des chrétiens, à prier pour les morts. Et donc, pour ça, il faut qu'on se rappelle de votre nom. Il faut qu'on puisse dire « je prie pour un tel », « je prie pour le salut de l'âme de quelqu'un ». Et c'est pour ça que ce nom est très important, et c'est pour ça que mettre son nom à proximité de la parole sacrée a aussi une importance d'ordre vraiment religieuse et théologique, plus que de simples pratiques d'appropriation d'un livre. Et quand je vous parlais d'écriture un petit peu difficile à déchiffrer, on a aussi ceci. Je pense que ça a été écrit de la même main, puisqu'on retrouve des grandes similitudes entre la manière d'écrire le nom d'Isabeau, entre ce texte-là et la signature que je vous ai montrée. Donc je pense que ce sont des écritures qui sont de la main de la duchesse, donc c'est Isabelle Stuart qui les a écrits. En tout cas ici, on a une prière qui s'achève par une formule qui demande, pour l'âme de la duchesse, qu'on dise 5 fois 5 pater et Ave Maria. Donc on retrouve ici cette importance de prier pour les morts, même si on n'est pas proche d'eux, ça fait partie de la charité chrétienne. On va leur épargner, comme ça, on va permettre de sauver leur âme, on va leur épargner des jours de purgatoire, et ça fait partie de ces pratiques religieuses qui sont très ancrées dans la fin du Moyen-Âge. Et ces livres d'heures vont aussi servir à ça, qu'on se souvienne de notre nom pour qu'on puisse assurer notre salut. Ensuite, il faut bien savoir que si le nom a une grande importance, ce qui est encore plus important pour un individu dans la société médiévale, c'est le groupe dans lequel il s'inscrit. Et le premier groupe, et le plus important, c'est la famille. Et c'est pour ça qu'on va retrouver surtout beaucoup d'armoiries et de blasons dans les livres d'heures. Ça va permettre de les identifier, et ça va permettre d'identifier la personne quand elle est représentée. On a plusieurs types. On va avoir des armoiries qui sont représentées dans la lettrine, c'est-à-dire à l'intérieur des lettres. C'est ce que vous avez tout à gauche, dans le haut. On va retrouver en guise de vêtements dans les portraits, on aura un autre détail plus tard, c'est ce qu'on appelle une jupe armoriée, c'est-à-dire qui porte les armoiries de la personne. Et enfin, on a toutes sortes de blasons qui vont être de différentes formes. Ici, c'est un blason en forme de bannière avec la couronne ducale, puisque on est toujours dans le livre d'heures d'Isabelle Stuart, et donc elle est duchesse de Bretagne, d'où les hermines qui sont situées donc à gauche ou à droite des blasons. Et à gauche, on a le lion d'Écosse, rouge sur fond or, qui représente donc les deux lignages qui importent dans l'identité d'une femme mariée au XVe siècle, c'est-à-dire le lignage de son père, d'Écosse, et le lignage de son mari, de Bretagne. C'est aussi, il faut bien voir que c'est comme ça qu'on définit la personne. On définit par son ascendance et par son mariage. En tout cas, pour les femmes, c'est ce qui est le plus important. Et donc on va avoir aussi des portraits, qui sont des portraits que nous, on va juger complètement loupés parce qu'on ne reconnaît pas du tout la personne, c'est pas du tout ressemblant, on ne pourrait pas distinguer vraiment les traits caractéristiques
du visage, par exemple d'Isabelle Stuart, d'autant plus qu'on est sur des portraits qui ont été légèrement dégradés, donc il faut bien voir que ce sont des portraits qui ne visent pas du tout à être ressemblants au sens où on l'entend aujourd'hui, ils sont ressemblants parce qu'ils vont correctement signifier la personne dans ce qu'elle veut montrer. Ici, que c'est une femme pieuse, on la voit accompagnée par saint François qui est juste derrière elle. C'est donc ce personnage masculin qui porte une robe de moine et qui exhibe des plaies. Ce sont ses traits caractéristiques, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc c'est une femme pieuse qui est accompagnée par un saint patron. Saint François, c'est un des saints patrons de la Bretagne et des ducs. Elle est en prière. Elle est aussi caractérisée donc par cette jupe armoriée qui donne son ascendance et son mariage. Elle porte aussi une couronne, donc elle est duchesse de Bretagne. Et ce qui est un petit peu difficile à distinguer sur l'image, croyez-moi sur parole, elle porte un collier. Et ce collier, c'est un collier héraldique, c'est un collier de l'ordre de l'Épi, qui est un ordre de chevalerie qui a été fondé par un des ducs de Bretagne, et auquel Isabelle Stuart appartient, puisque certains ordres de chevalerie peuvent admettre des femmes, c'est pas du tout exceptionnel, alors à titre honorifique évidemment, mais quand même, elle se montre avec tous ses attributs du pouvoir, ces blasons en forme de bannière qui font partie de l'imagerie des ducs de Bretagne, qui vont développer comme ça toute une imagerie quasiment royale, à base de couronnes, à base d'étendards. Donc on a une démonstration de pouvoir politique de la part d'Isabelle dans ce portrait. Et donc ça nous montre aussi que ces portraits vont pouvoir être intéressants à plein d'égards, bien au-delà du fait qu'ils vont représenter une personne, ils vont surtout la signifier dans ce qu'elle est en substance, dans son identité, beaucoup plus que simplement à quoi elle ressemble. C'est vraiment pas ça qui intéresse les enlumineurs de l'époque, c'est pas ça qui intéresse non plus l'aristocratie. On ne veut pas qu'on se rappelle de nous pour les traits de notre visage, puisque le corps est quelque chose qui ne va pas durer, qui va se dégrader après notre mort. Par contre, notre identité, la manière dont on s'inscrit dans un groupe, la manière dont on exerce le pouvoir, ce genre de choses, va être beaucoup plus important au regard de cette société-là. Et une dernière petite chose, ici, petit aparté, puisque j'ai pu consulter ce manuscrit, vous voyez qu'on est sur des formats vraiment extrêmement réduits. Vous voyez que c'est des choses qui se manipulent du bout des doigts, littéralement. Vous voyez que le livre tient ouvert vraiment avec une seule main. Encore ce problème de relure très serré, donc je pouvais vraiment pas l'ouvrir beaucoup. Et également le niveau de détail, qui explique aussi que les portraits ne sont pas forcément très réussis, c'est que vous voyez que les ornements marginaux, les fleurs font vraiment la taille, vous voyez, j'ai gardé la taille de mon doigt pour que vous vous rendiez compte de la finesse des ornements de ces manuscrits, et aussi du degré de maîtrise technique qui est nécessaire aux artisans pour peindre ce type d'objets, qui sont vraiment des objets qui prennent énormément de temps à fabriquer, et qui contiennent énormément d'images et de matériaux précieux, parce que tout ce que vous voyez en jaune, et notamment sur la page de gauche, c'est de l'or. C'est de l'or à la feuille, c'est vraiment une feuille d'or qu'on va appliquer sur le parchemin et qu'on va faire tenir avec différentes colles et liants. Donc il faut bien se rendre compte de la préciosité de ces manuscrits et de ces objets, et ouais. Ça vous donne aussi une idée de leur prix. Alors, je ne peux pas vous donner d'estimation monétaire parce que ça rimerait à pas grand-chose, mais voilà, ce sont des choses qui réclament du temps et qui sont d'autant plus précieuses et qui sont aussi extrêmement durables, parce que vous voyez que les couleurs sont encore extrêmement fraîches. J'ai à peine modifié l'image pour rectifier un petit peu la luminosité, vous voyez que l'or est encore présent, les bleus sont encore extrêmement vifs. Bref, ce sont vraiment des ouvrages qui sont prévus pour durer dans le temps. Alors ensuite, qu'est-ce que ça va nous apprendre tout ça? C'est bien beau, ces écritures, ces images, mais qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors une première chose, c'est que comme je vous le disais, les livres d'heures, ce sont des choses qui vont beaucoup se transmettre, qui vont être adaptées, qui vont être modifiées, qui vont passer de personne en personne. Et un exemple, c'est toujours ce livre d'heures d'Isabelle Stuart, qui en fait, à l'origine, avait été probablement commencé par son mari. Donc le duc François Ier, alors pas le François Ier qu'on connaît, hein, c'est François Ier de Bretagne, donc de la maison de Montfort, et il avait probablement fait commencer ce livre d'heures avant sa mort en 1450,
On le sait parce que déjà il est représenté en prière, donc toujours avec ses attributs, très beau manteau d'hermine qui correspond un petit peu à cette imagerie royale qui est développée à cette époque-là. Il est accompagné par saint François. Et ce qu'on peut voir, c'est que le portrait d'Isabelle Stuart qui se trouve dans le même manuscrit, donc c'est celui que je vous ai montré ici, ce portrait n'indique en aucune manière qu'elle est veuve. Or, quand on est veuve au Moyen-Âge, et surtout quand on est veuve dans l'aristocratie, c'est très important de le montrer. C'est un statut assez particulier, c'est vraiment un statut à part, on va y revenir, et ça serait très incongru qu'elle ne montre pas qu'elle a perdu son mari, et qu'elle n'est plus une femme mariée. Et il n'y a aucun signe qui peut dénoter ça. Alors il y a eu des hypothèses sur à ce sujet-là, il y en a qui disent que ça a été complètement volontaire de sa part et que c'est Isabelle Stuart qui a commandé l'ensemble du manuscrit. A priori, ça a vraiment été commandé par son mari, puisqu'en plus de ça, on a des formules dans certaines prières qui sont au masculin. Ça c'est quelque chose qui est très utile pour identifier la provenance d'un manuscrit, ou plutôt sa destination première. C'est que dans certaines prières, elles vont être adressées à la Vierge au nom de un serviteur ou une servante, c'est-à-dire le fidèle lui-même. Et donc dans le cas de ce livre d'heures, ces formules sont au masculin. C'est un homme qui s'adresse à la Vierge. Donc ça nous laisse penser que Isabelle Stuart a continué, en tout cas a fait continuer pour elle-même, pour son usage à elle, un livre d'heures qui avait été commencé auparavant. Et comme je disais, ce sont des livres qui mettent énormément de temps à être terminés. Parfois on a plus de 10 ans entre ce qu'on pense être la date de la commande, alors à chaque fois les dates sont très floues, mais bon, on peut quand même poser certains jalons d'achèvement par divers moyens. Et donc parfois on a des périodes qui vont de 10 à 15 ans pour l'achèvement de certains manuscrits, qui continuent à être modifiés, à être remaniés au fil du temps. Et donc il faut bien voir que ce sont des objets qui vont garder énormément de traces, qui vont garder la mémoire parfois de toute une famille sous différents aspects. On parlait des portraits tout à l'heure, on a certains exemples assez exceptionnels où on va avoir des portraits successifs de chaque propriétaire. Alors ici, on est toujours dans la très haute aristocratie bretonne, puisque ce sont les heures qui sont dites d'Isabelle Stuart, encore elle, et ce qu'on appelle les heures Fitzwilliam, qui sont conservées à Cambridge, qui ont été commandées vers probablement 1412-1415 par Yolande d'Aragon, qui était alors duchesse d'Anjou. C'est elle qui est représentée sur l'image que vous voyez ici, donc elle est à l'époque veuve, et vous voyez que son costume est très distinctif, elle est habillée en noir, elle est voilée, donc elle cache ses cheveux, elle cache aussi sa gorge, et elle est en prière devant un livre ouvert, évidemment, et devant une image de Dieu. Donc c'est elle, a priori, qui est à l'origine de la commande, donc dans les années 1412. Il est destiné à sa fille, Yolande d'Anjou. Alors pour les habitués du Vortex, j'ai déjà mentionné plusieurs fois à quel point c'était un casse-tête parfois de différencier les femmes entre elles quand elles ont toutes le même nom. Et là il faut savoir qu'on a 3 Yolandes d'Anjou successives, puisqu'on a Yolande d'Aragon qui est duchesse d'Anjou par mariage, Yolande d'Anjou qui est donc sa fille, et on a une autre Yolande d'Anjou qui est la fille de la deuxième, qui s'appelle également Yolande en l'honneur de sa grand-mère. Bref, on se retrouve parfois avec des personnes qu'il est difficile de différencier. Et très longtemps, on a confondu Yolande d'Aragon et Yolande d'Anjou parce que on a des traces qui nous permettent d'attester de cette commande, enfin en tout cas de l'origine angevine du manuscrit. Mais très longtemps, elles ont été confondues parce qu'elles sont tout simplement à peu près le même nom. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Yolande d'Anjou épouse le duc de Bretagne, c'est la première femme de François Ier, et elle meurt très tôt, sans enfant, en 1440. Le manuscrit arrive ensuite en 1442 à Isabelle Stuart, quand elle se marie à François Ier de Bretagne. Ce qui est assez intéressant à voir ici, c'est qu'en fait, le portrait que vous voyez, donc Isabelle Stuart, c'est la femme qui est ici. Vous la reconnaissez probablement à sa jupe. Toujours cette jupe de Bretagne et d'Écosse. Derrière elle, c'est Sainte Catherine, et ici, donc, vous avez la Vierge à l'enfant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'image d'Isabelle Stuart
on sait qu'elle a été repeinte par-dessus un portrait plus ancien qui représentait probablement Yolande d'Anjou. Et ça, c'est très important, parce que si on a conservé le portrait de Yolande d'Aragon dans le manuscrit, sa fille, elle a été effacée. Et une des raisons qui peut expliquer ça, c'est que sa fille n'a pas eu d'enfant. Son mariage avec François Ier a été stérile. Et ça nous montre quelque chose, c'est que Isabelle Stuart, c'est la deuxième femme de François Ier, c'est elle qui remplace, en quelque sorte, Yolande d'Anjou, dans le lit du duc et aussi dans son manuscrit. C'est vous dire à quel point aussi les portraits vont avoir leur importance, à quel point le souvenir aussi peut être important, puisque tout simplement une femme stérile est complètement effacée de son propre livre d'heures, qui lui a été offert par sa mère en plus. Elle a été effacée de son propre livre d'heures, son portrait a été enlevé, on n'a plus de mention de son nom, on n'a plus son image, on ne peut plus l'identifier. Mon hypothèse, c'est que c'est effectivement parce qu'il y a eu cette défaillance de sa part que on n'a pas conservé son portrait, parce qu'on aurait très bien pu le faire. On aurait pu rajouter une image, on aurait pu rajouter autre chose. Il n'y avait aucune obligation à recouvrir ce portrait. C'est quand même une violence symbolique assez étonnante. Et c'est surtout qu'on a recouvert ses armoiries. On n'a plus du tout de traces de son blason à elle. Et ça, c'est quand même des actes qui sont pas dénués de signification ni d'importance. Ce que ça montre aussi, c'est que les femmes sont interchangeables, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est leur fonction qui prime sur leur identité. Là, la fonction qui prime, c'est celle d'être duchesse de Bretagne, c'est celle d'être l'épouse du duc, c'est pas d'être une telle ou une telle. L'identité de la personne importe moins que sa fonction. Et c'est aussi pour ça, probablement, que ce portrait a été complètement effacé. Et ensuite, on a une troisième propriétaire qui arrive, c'est la fille d'Isabelle Stuart. C'est Marguerite, qui sera duchesse de Bretagne également, alors dans les mariages entre cousins et dans des alliances un petit peu consanguines. Ce qui est un petit peu ironique, c'est que Marguerite de Bretagne, elle va mourir sans enfant aussi extrêmement jeune, comme ça arrive très souvent aux femmes de l'aristocratie à cette époque-là. Mais elle a quand même le temps de laisser sa trace dans ce livre, en faisant rajouter une enluminure qui la représente en prière devant la Vierge. Alors ce que ça nous dit, c'est que déjà, on a des femmes qui vont commander des manuscrits, les faire enluminer, les faire modifier aussi pour leur propre usage, en rajoutant par exemple leurs images, leurs armoiries, des prières, des choses comme ça. Elles vont vraiment l'adapter pour elles-mêmes, et donc elles vont faire appel à des artisans, à des artistes. Elles vont avoir aussi des fonds à y consacrer, parce que mine de rien, comme je vous le disais, ça coûte cher. On a également des femmes qui savent lire et écrire, évidemment, elles sont très alphabétisées à l'époque. Alors, sur le sujet de l'écriture, c'est encore un petit peu flou et c'est encore soumis, comme je vous le disais, à des hypothèses, on n'est pas toujours d'accord là-dessus. En tout cas, elles lisent, ça c'est clair, c'est absolument évident, elles lisent beaucoup, quasiment autant que les hommes, elles partagent leur bibliothèque, elles sont aussi de grandes collectionneuses. Isabelle Stuart, c'est quelqu'un qui va faire réaliser plusieurs manuscrits extrêmement luxueux. Et ce qui est intéressant à voir, toujours dans le cas d'Isabelle Stuart, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est que en regardant un petit peu ce qu'elle a commandé, ce qu'elle a fait réaliser dans ses livres d'heures, on peut esquisser en creux le portrait d'une femme qui se retrouve veuve assez jeune. Je crois qu'elle a seulement 30 ans quand François Ier meurt, dans les années 1450. C'est une princesse écossaise à l'origine, donc c'est la fille du roi d'Écosse, de Jacques Stuart. Et en fait, comme beaucoup de veuves assez jeunes à cette époque-là, elle refuse de se remarier et elle reste dans sa belle famille. En fait, elle s'installe à Vannes, où elle s'occupe de l'éducation de ses deux filles. Et on a retrouvé des traces comme ça de sa vie intérieure, entre guillemets, de sa vie sentimentale aussi, puisque dans ses manuscrits, on retrouve un texte qui est dédié à sa sœur, qui est morte très jeune, je crois qu'elle avait seulement 20 ans. Et on a donc le portrait d'une femme qui est cultivée, qui est une mécène, qui consacre son veuvage à l'éducation de ses deux filles, qui va avoir aussi un rôle politique à la cour de Bretagne en tant que duchesse douairière. Elle va avoir un rôle aussi dans les alliances qui vont se jouer par la suite. Bref,
On sait qu'elle est là, on sait qu'elle est présente, qu'elle s'occupe de choses de femmes, que certains historiens masculins ont tendance à regarder un petit peu de haut, mais qui sont quand même relativement importantes, puisqu'elle se consacre aux œuvres d'art, aux œuvres de piété, à la charité. Et donc ça nous permet de dresser comme ça le portrait d'une femme qui, par ailleurs, apparaît quand même extrêmement peu dans les archives, qu'on va dire officielles et sérieuses. Et par les images et par ce type de texte, vous voyez qu'on peut quand même en apprendre un petit peu plus. Alors ce qui est aussi très intéressant avec certains exemples, c'est qu'on voit qu'ils sont utilisés beaucoup plus longtemps, bien après la fin du XVe siècle. Puisque l'exemple précédent, vous voyez que la dernière modification, elle a été apportée probablement dans les années 1450-1460, donc vraiment dans la deuxième moitié du XVe siècle. Et on a des choses qui vont être modifiées, réutilisées et constamment entretenues jusque très tard, jusque dans le XVIe siècle. On est toujours sur les heures d'Isabeau de Pontbriand que je vous avais montré au début. Et en fait, ce petit livre d'heures, qui a rien d'exceptionnel en vérité, alors il n'a pas beaucoup d'enluminures, elles sont pas non plus de très bonne qualité. Il est très très intéressant parce qu'en fait, dans les premières pages du livre, on a ce qu'on appelle un livre de raison. C'est-à-dire un registre de comptabilité domestique, qui est utilisé par les familles, nobles ou pas nobles, sur différents supports, pour noter les naissances, les baptêmes, les mariages, tout un tas de choses. On en a certains qui sont vraiment de l'économie domestique, ce sont des livres de comptes. Ceux qu'on trouve dans les livres d'heures, et ça c'est très intéressant, ce sont uniquement ceux qui vont s'occuper de la vie vraiment des membres de la famille. Donc ça va être les naissances, les baptêmes, les dates de mort des membres. On n'aura jamais de mention des biens de la famille, ni de mention de type économique ou financier. Ça, c'est vraiment réservé à autre chose. Les livres de raison dans les livres d'heures sont vraiment d'un type particulier. Et puisqu'on est dans des livres religieux, c'est pas étonnant qu'on confie littéralement les noms, les âmes des membres de la famille à des textes religieux, en tout cas dans le voisinage de textes religieux. En tout cas, dans les heures d'Isabeau de Pontbriand, on a un livre de raison qui va du fils d'Isabeau, qui s'appelait Olivier, donc on est dans les années 1430-1440 à ce moment-là, et ça va en droite ligne sur tous les membres de la famille, sur vraiment toute la descendance généalogique, jusqu'en 1860. Donc entre 1430 et 1860, on a un déroulé net et continu de toutes les lignées descendantes d'Isabeau de Pontbriand. Et on sait qu'en 1860, on a le nom du dernier descendant, donc il meurt cette année-là, et il lègue son livre d'heures familial à la bibliothèque de Rennes. Et donc ça permet d'étudier énormément de choses, et notamment les pratiques de transmission des livres d'heures. À qui on donne ce livre? Est-ce que c'est aux femmes de la lignée principale? Est-ce qu'il va aller plutôt au fils aîné? Est-ce qu'on va l'offrir à l'occasion d'un mariage? Ça arrive très très souvent. Et en fait, on s'aperçoit que selon le type de livre d'heures, selon à qui il a appartenu, on ne va pas l'offrir aux mêmes personnes, on va avoir des pratiques qui sont assez particulières et qu'on peut réellement étudier et qui nous en disent beaucoup sur la manière dont on considère les livres et dont ils circulent. Parce que, encore une fois, ce sont des livres qui circulent beaucoup et qu'on modifie à longueur de temps. Ici, l'image que je vous ai mise, c'est la reliure donc des heures d'Isabeau de Pontbriand, qui est donc au nom de Guillemette de Carquin, qui est donc une de ses descendantes, je crois que c'est son arrière-petite-nièce, quelque chose comme ça. Elle hérite du livre en 1547, il me semble. Les dates sont un peu floues. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la reliure, elle date de la toute fin du XVIe siècle. Donc plus d'un siècle après la réalisation du manuscrit. Et ça, on va avoir d'autres exemples comme ça, de modifications, de rajouts, surtout sur les couvertures. Alors malheureusement, on en a gardé très très peu, c'est très rare d'avoir une couverture et une reliure du XVIe siècle, mais bon. Et enfin, on va avoir aussi des textes beaucoup plus tardifs qui vont décrire, qui vont attribuer ces livres et qui vont permettre d'attester de l'ancienneté de certains lignages. Alors ici, on retourne sur les heures d'Isabelle Stuart. Et vous voyez ce texte donc, qui nous dit que ces heures sont à René de Rohan, donc on est dans la très haute aristocratie française toujours, qui nous dit qu'elle est issue de Marie de Bretagne, fille de François Ier, et d'Isabelle Stuart.
Et donc ces livres d'heures, parce qu'ils contiennent des traces écrites et visuelles des lignages aristocratiques, permettent aussi d'attester de quartiers de noblesse, de l'ancienneté d'un lignage, de se rattacher à des gens nobles d'époques précédentes. Ça permet d'identifier vraiment par des preuves matérielles que notre famille est très vieille, par exemple. Et il y a aussi toujours cette idée de souvenir des aïeux, de durabilité du support, qui permet vraiment de faire persister une mémoire à travers le temps et sur des périodes parfois extrêmement longues. Et il est temps de conclure, parce que je vois que j'ai plus que tardé. Donc ce qu'on peut dire pour terminer, c'est que les livres d'heures permettent vraiment d'apporter des connaissances sur la vie personnelle et sur vraiment une forme d'intimité des hommes et des femmes du Moyen-Âge. Moi je me concentre surtout sur les femmes. On peut étudier ce qu'elles disent d'elles-mêmes, comment elles sont représentées et comment elles se font représenter, ce qui est extrêmement riche de signification. Ça nous dit vraiment comment un individu se définit au Moyen-Âge, et si même la notion d'individu existe, parce que déjà ça c'est pas tout à fait acquis. Ça en dit sur les fonds qu'elle possède, parce que tout simplement si une femme est capable de commander un livre d'heures très riche, ça nous permet de savoir qu'elle en a les moyens. Ça nous permet aussi de savoir un petit peu des choses sur leur dévotion personnelle. Est-ce qu'elles ont une préférence pour un saint particulier, et si oui, pourquoi? Est-ce que c'est un saint qui est lié à leur région d'origine, à leur famille? Est-ce que c'est un saint patron? Est-ce que c'est le protecteur particulier de quelque chose? Ça, ce sont des choses très importantes à savoir. On peut avoir aussi des idées de choix personnels, de goûts particuliers, de toutes sortes de choses voilà, qui permettent vraiment d'approcher des choses extrêmement ponctuelles et vraiment du registre de l'intimité, de la vie quotidienne et aussi de permettre d'aller chercher un petit peu dans les marges pour voir là où les femmes trouvent des moyens d'action et d'expression qui parfois leur sont refusés dans d'autres milieux. On voit que par exemple le mécénat artistique et religieux chez les femmes nobles est vraiment un endroit où elles trouvent le moyen de s'exprimer, où elles ont une capacité d'action qui est relativement grande, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres domaines. Et donc il y a aussi toutes ces mémoires féminines, ces mémoires familiales, ce que je vous ai montré à travers les portraits successifs de ces femmes dans un même manuscrit. C'est qu'entre femmes, on se souvient voilà, des aïeules, de celles qui sont venues avant nous, et elles servent d'exemple. Et tout ça aussi façonne finalement peut-être un nouveau regard sur la manière dont vivaient toutes ces femmes, dont elles construisaient un univers mental, leur imagerie, les valeurs auxquelles elles étaient exposées, celles qui étaient aussi les valeurs auxquelles elles tenaient. Donc encore plein de choses qu'on peut étudier à travers ces manuscrits, à travers les images, à travers les inscriptions. Et pour finir, un petit bémol quand même, il faut bien savoir que la mémoire et le fait de pouvoir laisser une trace, vous l'avez peut-être déjà deviné parce qu'on parle de la noblesse, c'est vraiment un privilège. Et toutes ces recherches-là vont laisser dans l'ombre des populations qui ont laissé encore moins de traces, qui ont laissé encore moins d'empreintes, beaucoup plus indirectes. Et c'est vous dire à quel point le travail de l'historien, c'est un jeu de pistes, c'est aussi parfois un travail de fourmi qui oblige à aller voir dans les recoins, dans des choses très détournées, très secondaires, pour essayer de tirer les informations qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ma présentation. Je vais rester sur cette diapo-là. On va pouvoir passer aux questions. Si vous avez besoin que je revienne sur une diapo ou sur une image, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, Polio, c'est à toi. Du coup, merci pour ta présentation. Je vais te lire les questions qu'il y a eu. Alors, d'abord, oui, non, celle-ci. Donc, la première question, c'était est-ce que c'est elle qui l'écrit ou pas? Tu as déjà plus ou moins répondu, je pense. Ouais, on sait pas, c'est compliqué. Peut-être que oui, pour résumer. Voilà. Du coup, deuxième question par Sophie. C'était quoi l'ordre d'Isabelle Stuart? L'ordre de chevalerie? On n'a pas bien entendu. L'ordre de l'épi. De l'épi.
Oui, comme un épi de blé. Et en fait, le collier, bon, ça se voit absolument pas sur la photo. J'ai pas réussi à avoir de meilleures photos. C'est des épis de blé qui sont suspendus donc à une chaîne. Ok, merci beaucoup. Voilà. Question suivante de Panda. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a eu un effacement? Comment est-ce qu'on trouve à qui il a appartenu? Alors, ça c'est par déduction à qui il a appartenu. Et en fait, on sait qu'il y a eu un effacement. Alors, normalement, je vais pouvoir zoomer. Oh, la qualité est dégueulasse. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est très pixelisé cette I2. Mais il y a une zone sombre là derrière la tête d'Isabelle. Vous voyez ici. Et en fait, on sait qu'il y a eu un repeint. En regardant attentivement les couches de peinture, et je sais qu'il y a eu le livre a été passé je crois que c'est au rayon X, je sais plus, enfin bref, il a été passé sous d'autres lumières, on l'a examiné, et on a vu qu'en fait, on a une couche picturale qui est dessous, qui n'avait pas du tout la même forme que le dessin qu'on a aujourd'hui. Et il y a quand même de très fortes chances que, comme le livre d'heures a été fait pour Yolande d'Anjou, et que c'est souvent à cet endroit-là qu'on a les portraits de commanditaires, puisque notamment on a celui d'Isabelle Stuart qui a été rajouté, il y a de très fortes chances de penser qu'il y avait l'image de quelqu'un d'autre qui était dessous, et que ce quelqu'un d'autre était donc la première destinataire du manuscrit. Ok, ouais, ça se voit assez bien. Voilà. Du coup, Sushi qui nous demande est-ce qu'on a plus de livres de raison que de livres d'heures? Alors ça, je sais pas du tout, parce que les livres de raison, c'est vraiment quelque chose de très particulier que j'ai étudié que pour ceux qui étaient dans des livres d'heures. Je sais que c'est très répandu à partir du XVIe siècle. Moi, j'étudie vraiment les tout premiers qui apparaissent dans les années... peut-être à la toute fin du XVe siècle, début XVIe, dans les années 1520-1530. Ils sont beaucoup plus nombreux dans les siècles suivants. Après, voilà, j'ai très peu travaillé sur la question, donc je peux absolument pas te dire lesquels sont les plus nombreux. Ok, merci. Dame du Mal, je crois que tu étais mieux. Tu veux parler? Pardon. Non, vas-y, c'est bon. Non, c'était juste avec les rayons X quand même, on a pu ou pas reconstituer l'image en dessous ou pas du tout? Non. En fait, la vision, enfin le résultat de la photo au rayon... il me semble que c'est ça, il me semble que c'est rayon X, il faudrait que je vérifie. En tout cas, c'est disponible sur le site de la bibliothèque, et en fait on voit juste qu'il y a quelque chose dessous. On voit juste les anciennes couches picturales, on distingue un petit peu la silhouette, mais on n'arrive vraiment pas à voir. Par déduction, on sait que c'est un type de coiffe qui était fréquent dans les années précédentes, enfin vraiment au début du XVe siècle, mais on peut vraiment pas savoir beaucoup plus. Ok. Dame du Malte, tu voulais redire un truc? C'était juste pour dire merci, c'est tout. Du coup, merci pour la question et merci pour la réponse. Encore un point sur l'effacement. Du coup, moi, je me demande, est-ce que c'est un truc courant? Enfin, donc là, tu nous montres un exemple. Est-ce que c'est systématique ou est-ce que c'est courant? Enfin, est-ce que c'est surprenant de voir ça à cette époque? Alors, comme je disais, c'est pas si courant que ça, et c'est pas du tout systématique. Et parce que déjà, c'est vraiment pas dénué de sens du tout. C'est pas du tout anodin d'effacer l'image de quelqu'un, d'effacer ses armoiries et de les recouvrir. Il y a d'autres exemples. On a quelques exemples de livres d'heures où on a repeint sur la jupe d'un portrait féminin, par exemple, pour mettre les armoiries de la nouvelle propriétaire. Mais ça arrive beaucoup plus quand on a des changements de propriétaire qui sont liés probablement au rachat du livre par des gens qui n'ont rien à voir du tout avec les propriétaires originaux, qui en gros achètent un livre d'occasion et le personnalisent pour qu'il leur appartienne. Et c'est le fait qu'on efface l'image et les armoiries de quelqu'un
qui appartient au même cercle, aux mêmes proches, qui est vraiment familialement proche de nous. Ça, par contre, ça a l'air d'être quand même relativement rare. En tout cas, j'en ai trouvé quasiment aucun exemple. C'est vraiment un des seuls que j'ai. Les 2 autres que j'ai en tête, c'est vraiment des choses qui sont très éloignées, où le livre a complètement changé de famille, et ils avaient toutes les raisons possibles du monde de se ficher complètement de ceux qui étaient venus avant. Parce que voilà, c'est vraiment cette histoire d'effacer l'individu, d'effacer son souvenir. Et en plus, il y a cet acte matériel de dégrader les armoiries de quelqu'un et le portrait de quelqu'un. Il faut bien voir que les armoiries, c'est le substitut parfois du corps de la personne. Quand on en veut à quelqu'un, le fait de marteler son image, de marteler les symboles qu'il représente, c'est vraiment considéré comme une injure, comme un affront. Ce sont des choses qui sont quand même très très importantes dans ces sociétés-là. Merci beaucoup pour la réponse. Vas-y, Dame du Malte. Mais du coup, tu dis que c'est pas très très courant, mais pourquoi du coup tu penses que c'est lié au fait que la première femme était stérile? Alors c'est que tout simplement le premier métier d'une femme, ça c'est quelque chose qu'on répète assez souvent, une femme mariée elle doit faire des enfants. C'est son premier devoir. Une femme mariée dans l'aristocratie, dans la haute aristocratie, elle doit faire des enfants et surtout elle doit faire des garçons. Le problème c'est que la stérilité d'une épouse noble, ça peut poser j'ai envie de dire, ça va poser d'énormes problèmes au niveau de la succession. Là on est à la fin du XVe siècle. La guerre de 100 ans, elle vient juste de se terminer ou alors elle est encore en cours. Donc les gens et la noblesse est très très au courant des conséquences désastreuses politiquement du fait qu'on n'ait pas d'héritier à la tête d'un domaine, et notamment en Bretagne. Pendant tout le XVe siècle, ça va poser d'énormes soucis. C'est même pour ça que la Bretagne va cesser d'être un duché indépendant, parce que justement, les derniers ducs de Bretagne ne vont pas réussir à avoir un héritier. On va avoir des problèmes de succession sans arrêt, soit parce que leurs femmes sont stériles ou meurent sans enfants, soit parce qu'ils ne font que des filles. Et le fait qu'une femme mariée ne puisse pas faire d'enfants, c'est vraiment considéré comme une défaillance du corps féminin. C'est très grave, en fait, ne serait-ce que dans le domaine des représentations, politiquement, au niveau de sa fonction, bref. C'est très très important. Ça, j'en doute pas, mais enfin, c'est juste que dans ce cadre précis où c'est une seconde femme qui récupère le livre d'heures de la première, oui, c'est ça. Il n'y a pas une forme je sais pas, une forme de jalousie ou ce genre de choses que à cette époque-là, c'était quelque chose de normal d'être la seconde femme et d'être je sais pas trop quel était le rapport à la fidélité à cette époque-ci. Alors, c'est un petit peu difficile de répondre, sachant qu'on ne sait pas exactement. Moi, je suis pas d'accord sur ce que la plupart des gens disent sur l'origine du portrait et des modifications qui vont être apportées au manuscrit. Moi, je suis quasiment persuadée que c'est François Ier qui fait adapter le manuscrit pour sa nouvelle femme et qui lui donne en cadeau de mariage. Il y en a qui disent que c'est Isabelle Stuart qui en est à l'origine. Vu les datations et vu tout un tas de choses, il y a pas mal de détails. Pour moi, c'est François Ier qui a fait ça pour justement transformer quelque chose qui est quand même très prestigieux en cadeau de mariage pour sa nouvelle femme, qui n'avait probablement jamais entendu parler de Yolande d'Anjou auparavant. Donc, après, il faut bien voir qu'on est dans une société où les gens se remarient beaucoup, parce que les gens meurent, tout simplement. Les veuves qui se remarient, c'est assez fréquent, et surtout les veufs qui se remarient, parce que les femmes meurent très souvent en couche. Là, on a des séries d'hécatombes de femmes, des ducs de Bretagne qui meurent à 25-30 ans, qui meurent souvent en couche. Donc c'est pas rare du tout que les gens se remarient. Quant à savoir s'il y a des jalousies entre la nouvelle femme vis-à-vis de l'ancienne qui vient de mourir, c'est assez difficile à savoir. Yolande d'Anjou, c'est pas une personnalité sur laquelle on a beaucoup d'informations, on sait pas vraiment quelle était sa place à la cour, elle avait l'air d'être assez effacée. C'est un petit peu compliqué. Après, il y a des choses intéressantes aussi à considérer vraiment d'un point de vue
factuel, c'est que Isabelle Stuart, c'est une princesse étrangère qui arrive à la cour de Bretagne. Donc il y a ça aussi à garder en tête. Je veux pas faire de conjectures et partir un petit peu dans des choses qui seraient vraiment... Là, on est dans le domaine de l'invention, je peux pas dire à 100%. Mais effectivement, il y a pu y avoir comme ça des rivalités, des jalousies ou des choses de ce type-là. Et alors, peut-être pas dans ce cas-là précis, mais c'est vrai qu'une femme qui arrive après une autre peut avoir tout intérêt à faire disparaître la précédente de la mémoire, entre guillemets, ou de l'affection de son mari, pour prendre sa place. Mais ça, c'est plutôt des cas qu'on va avoir quand il y a encore des enfants d'un premier mariage, parce qu'il y a toujours des problèmes d'héritage. Là, comme il n'y a même pas eu d'enfants, je sais pas. C'est difficile à dire. C'est beaucoup trop de conjectures pour que vraiment je puisse dire des choses, des choses vraiment certaines là-dessus. C'est un peu trop compliqué. Mais c'est des questions quand même intéressantes, effectivement. Je n'avais pas compris que c'était François Ier qui avait pu faire cette modification. Oui, c'est tout à fait possible. Hein. C'est vraiment... Enfin, moi, en tout cas, c'est mon hypothèse. D'accord. Bah, du coup, effectivement, l'hypothèse, je comprends pourquoi ce soit le fait qu'elle soit stérile qui est primé. Merci beaucoup pour ton explication. Oui, merci. Et du coup, quelqu'un d'autre a une question à poser? Ça n'a pas l'air. Ah si, Gina. On en a retrouvé beaucoup des livres d'heures sur la période. Alors je suis incapable de donner un chiffre parce que je suis très mauvaise avec ça, mais oui, on en a beaucoup. Plus on va loin dans le Moyen-Âge, plus on en trouve. On en a très peu pour le XIIIe siècle, c'est vraiment le tout début de l'usage des livres d'heures. On commence à en avoir un certain nombre au XIVe siècle, alors au XVe ça explose complètement, surtout dans la deuxième moitié du siècle. On en a énormément parce qu'ils sont produits en série, beaucoup. Donc on va avoir des ateliers entiers qui vont se dédier vraiment à la réalisation de cahiers de livres d'heures, qu'on va ensuite faire assembler à volonté. C'est vraiment des choses très modulables qu'on va acheter comme ça tout fait. Et après ça continue dans le XVIe siècle, mais là il y a tous les livres imprimés qui arrivent, et alors on en trouve encore plus, et d'encore plus mauvaise qualité. Mais il faut bien voir que oui, c'est le type de manuscrit qui a vraiment été produit en plus grand nombre dans tout le Moyen-Âge. Et alors ça c'est quelque chose qu'il faudra vérifier, mais il me semble qu'on a plus de livres d'heures que ce qu'on a de manuscrits médiévaux cumulés sur quasiment toute la période, quelque chose comme ça, ou alors pas loin. En tout cas, il faut voir qu'on en a vraiment en très grand nombre à rapporter au nombre de manuscrits médiévaux qu'on conserve aujourd'hui. Et du coup, à l'époque, en fait, ils faisaient écrire les trucs, ils les écrivaient pas eux-mêmes. C'est genre un journal intime, mais que t'envoies à l'imprimeur ou à l'éditeur, quoi. Non, alors toute la partie journal intime, entre guillemets, toutes les inscriptions qui sont de l'ordre du livre de raison, où on va noter les dates de naissance, de baptême, de mariage de tout le monde, ça, ce sont les propriétaires qui les écrivent. En tout cas, la personne dans la famille qui sait écrire. Ce qu'on fait réaliser par un professionnel, ça va être donc les inscriptions que je vous ai montrées au tout début, donc les marques de possession, en fait, pour dire ce livre appartient à un tel. Donc là, c'est littéralement le texte qu'il y a. Ça, effectivement, ça, on le voit, ça a été confié à quelqu'un dont c'était le métier. Le reste des textes aussi va être écrit par des professionnels. Par contre, tout le reste, toutes les petites choses qui vont être vraiment de l'ordre du personnel, ça va être écrit par les gens. Et ça pose la question de savoir qui savait écrire aussi, évidemment. Et là-dessus, on n'est pas... Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, il y a pas mal d'incertitudes qui restent. Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu as dit. Au niveau du nombre de livres, du coup, il y avait plus de livres d'heures que de Bibles? Par exemple, oui. C'est possible. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est la différence entre ce que nous, on a conservé et ce qui a été réellement écrit. Parce que le problème, c'est qu'on a perdu des collections entières de manuscrits anciens parce que les abbayes ont brûlé, parce qu'on les a... tout simplement parce qu'ils se sont dégradés au fil du temps.
Une Bible, c'est énorme. C'est le format d'une Bible au Moyen-Âge, ce sont de très grands livres, ce sont de très gros livres aussi, alors qu'un livre d'heures, c'est beaucoup plus facile à fabriquer parce que c'est beaucoup plus petit. Je rappelle que ce sont quand même des formats vraiment minuscules. Alors je sais plus comment on classifie exactement les formats des livres, mais quand on taille un parchemin, au niveau de la matière, il va falloir beaucoup moins de parchemin pour faire un livre d'heures que pour faire une grande Bible, par exemple. Donc c'est quand même tout à fait possible que les livres d'heures, et qu'à un moment donné, il y ait eu plus de livres d'heures en circulation que de Bibles. Ça, c'est fort possible. Comme on n'a pas la totalité des manuscrits qui ont été produits pendant toute la période, on ne peut pas vraiment le dire. Et aussi, vu que les livres d'heures étaient possédés par beaucoup plus de gens aussi, ça fait partie des choses à garder en tête. Tu avais dit que vu que c'était transmis et que tu avais des générations parfois sur le livre d'or avec la mère qui la donne à la fille, qui a été effacée par la nouvelle femme du roi, du machin, qui revient jusqu'à la fille du machin, de façon très vulgaire, ça veut dire que quand il faisait le bouquin, enfin le cahier, il fallait qu'à chaque fois qu'on l'emmène au l'espèce de relieur, éditeur de super jolis trucs, super petits, où il se pétait les yeux à le faire, parce que j'imagine même pas comment on réussit à faire un truc aussi minutieux, aussi petit. Mais comment du coup, pour agrandir le bouquin, en fait, il devait à chaque fois détacher, retacher. Enfin, genre, j'ai du mal à imaginer. J'ai pas mis de photos. Bon, faudrait que j'aille voir dans mes dossiers. Mais alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que un manuscrit médiéval, c'est des séries de cahiers qui sont cousus. En fait, c'est 2 pages qui sont repliées. Alors malheureusement, je vais pas avoir d'exemple vraiment très visuel. Bon, il faut imaginer. C'est vraiment des cahiers qui sont cousus ensemble. Donc c'est très modulable, ce qui fait qu'on peut découdre tous ces cahiers quand on change la reliure, ça on le fait relativement souvent, et ce qui fait qu'on peut rajouter un nouveau cahier entre les anciens cahiers. On peut rajouter des pages, on peut faire des petites modifications comme ça, et ce qui fait que oui, on peut tout à fait demander à l'artisan, décousez-moi tout ça, rajoutez-moi tel truc, et puis refaites-moi une couverture toute neuve. Ça arrive assez souvent, oui. Et le format même des livres médiévaux permet tout à fait ce genre de choses. Pardon, Dame du Mal, tu voulais dire? Mais juste, du coup, s'il y avait souvent des rajouts, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu des trucs qui ont disparu, en fait? Des cahiers où on ne pouvait pas vraiment repeindre dessus et que... c'est toujours difficile de prouver que quelque chose... prouver juste que ça aurait été possible, du coup. C'est possible. C'est possible qu'il y ait des cahiers qui soient enlevés. Alors après, ce qui est quand même assez facile à vérifier, c'est qu'on a la composition basique d'un livre d'heures. On sait à peu près ce qu'il va y avoir et dans quel ordre. On sait qu'on va avoir des extraits des évangiles, le calendrier, l'office de la Vierge, tel ou tel truc. Et on sait que... Et on voit quand il manque des pages. On voit quand il manque telle ou telle partie. Donc on voit qu'il y a des choses qui ont soit été enlevées, soit qui ont disparu, ou alors qui n'ont jamais existé, parce que c'est possible aussi. Donc, après, il y a toujours la question de savoir quand est-ce que c'est arrivé. Est-ce que c'est une modification qui a été faite au Moyen-Âge? Est-ce que quand c'est au XVIIe, XVIIIe siècle, quand on a beaucoup remanipulé ces manuscrits, qu'on a refait des couvertures, qu'on les a reliés de nouveau pour que ça fasse joli dans la bibliothèque, ça c'est difficile, on ne peut pas vraiment savoir quand est-ce que c'est arrivé. Donc c'est à peu près le seul moyen qu'on a de savoir s'il y a quelque chose qui manque. Et on ne peut pas dire pourquoi non plus. Il y a Madeleine qui nous demande si ça se voit qu'une page a été arrachée. Donc j'imagine que c'est au-delà, la question ça va être au-delà du contenu qui manque à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des histoires de pages arrachées ou des choses comme ça? Oui, ça arrive assez souvent. On voit quand il y a un folio qui manque. Parce qu'en fait, on compte pas par page comme dans un livre où vous avez la page 1 recto, la page 2 verso. On va compter en folio, c'est-à-dire en feuilles, littéralement. Et donc, comme on compte en folio, on va savoir quand il y a un folio qui manque, quand il manque vraiment une feuille. En plus, comme je vous disais, comme c'est des cahiers, on a toujours l'autre bout en fait, de la feuille qui a été pliée en deux dans le cahier. Donc on peut très facilement savoir, quand on a fait un peu de codicologie, donc vraiment l'étude matérielle des manuscrits,
quand on a l'œil, en regardant la reliure du livre, on peut voir les différents cahiers, comme ils sont cousus ensemble, et on peut voir les pages qui manquent. Donc ça se remarque très facilement quand on a un petit peu l'habitude. Et après, ce qu'il faut... Et ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'aussi très souvent, on a les enluminures qui sont découpées. Parce que forcément, ce sont des choses qui ont un prix sur le marché de l'art. Donc ça arrive aussi qu'au lieu d'avoir arraché la page bien proprement pour que ça fasse pas trop dégueulasse, on a des pages avec des trous. Donc on a vraiment découpé la partie intéressante et puis c'est parti sur le marché de l'art. Ah ouais, dur, carrément. Voilà. Grosse frustration quand tu trouves un livre d'or dans une bibliothèque et que tu t'aperçois que toutes les images ont disparu. Ah ouais, carrément, donc du pillage en règle, carrément. Ah oui, là c'était le truc a été dépioté complètement, c'est terrible. Et du coup, donc ça répond en partie à ce que je lui ai demandé. C'est quoi le contexte dans lequel on se retrouve avec des pages manquantes? Est-ce que souvent ça se justifie à cause de querelles? Oh là là, après c'est extrêmement vaste. Ça peut être le bibliothécaire qui a été négligent et qui a abîmé un feuillet quand il a refait la reliure. Ça peut être quelqu'un qui est passé, qui a vu tiens une jolie enluminure et puis scratch qui la ramène à la maison. Ça peut être plein de choses en fait. Ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des manuscrits qui vivent pendant très longtemps, qui sont utilisés pendant très longtemps, donc on a énormément de... Enfin, faut voir les bouquins de votre bibliothèque. À quelles occasions vous avez pu avoir une page qui se barre, une page qui s'abîme parce que, je sais pas moi, il a pris l'humidité par exemple. Ce genre de choses. Même si le parchemin c'est très costaud, vous voyez encore les couleurs, à quel point elles sont en bon état, à quel point les enluminures sont de qualité, ça reste des livres, ça reste des choses qu'on manipule, qui peuvent souffrir du passage du temps, donc il peut se passer plein de choses. Ok, merci. Ouais, j'ai une question. Comment justement ils arrivaient à faire face? Parce que nous on a les problèmes d'insectes aussi au niveau qui mangent. On a les mythes des livres. Comment eux ils ont réussi à faire face? Ils avaient pas ces espèces de trucs? Alors c'est une bonne question parce que effectivement. J'en sais rien. Visiblement, les mythes des livres aiment pas le parchemin, je sais pas du tout, parce que c'est vrai que j'en ai vu très peu qui avaient été attaqués par les insectes. Alors, est-ce que c'est vraiment la nature du support qui est pas le même que le papier, qui est du coup une fibre végétale? Là, on est sur de la peau d'animal qui a été traité spécialement, donc qui doit pas être visiblement très comestible par les bestioles. Moi, ce que j'ai vu, vraiment le principal problème avec ces manuscrits médiévaux, c'est surtout l'humidité que ça craint. C'est pas forcément les insectes. Et je pense aussi que ça a été bien conservé parce que là, on est quand même sur des manuscrits enluminés, donc ça reste des œuvres d'art. Donc elles ont été conservées par des gens qui connaissaient leur métier, qui les conservaient dans des endroits spéciaux. On a beaucoup de choses qui sont conservées dans des bibliothèques aristocratiques assez tôt dans les 16e, 17e siècles. Donc je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'ils ont été conservés dans de bonnes conditions, sinon ils n'auraient peut-être pas survécu dans cet état-là. Alors après, faut voir ça aussi, faut voir aussi dans quel état sont certaines pages. Hein. Vous voyez, des fois ça résiste pas très bien. Donc à ce niveau-là, voilà, j'ai pas de formation en conservation, donc je peux pas répondre plus précisément. Oui, parce que normalement, en fait, les livres sont facilement touchés par la lumière. Ils perdent, avec la lumière et la lune, ils perdent de leur éclat, entre guillemets. Oui, alors ça après, c'est surtout les UV qui sont très mauvais pour les couleurs. Je pense qu'on a la chance d'avoir des matériaux quand même extrêmement durables. La plupart déjà, le parchemin. Quand c'est un parchemin bien préparé, vous voyez que les pages sont encore très blanches. Elles sont vraiment impeccables. C'est comme si, vous voyez la qualité des couleurs encore présente. On a un support qui a été traité correctement. On a beaucoup d'encre minérale qui résiste beaucoup mieux à la lumière. Et on a effectivement des types de préparation qui sont tout simplement très matériellement très résistants.
On a quand même assez peu de couleurs qui vont varier, et puis c'est que tout simplement les livres sont pas ouverts très souvent non plus. Ça fait quand même plusieurs siècles qu'ils sont pas consultés quotidiennement, donc ils voient pas la lumière beaucoup. Ils sont conservés dans des bibliothèques qui sont quand même relativement sombres, donc au niveau des conditions aussi c'est assez favorable à ça. Et encore une fois, les manuscrits de ce type-là sont beaucoup plus solides que les livres imprimés sur papier de cellulose, qui au bout de 20-30 ans commencent à partir en miettes. Vraiment, le papier ne résiste pas, l'acidité de l'encre ronge aussi le papier, enfin, on n'est pas du tout sur les mêmes types de matériaux, et du coup on n'a pas la même durabilité. C'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit aussi. On peut pas comparer avec des livres imprimés contemporains. Pour aller un peu plus loin sur le sujet, il y a Laurent Confus qui nous demande si est-ce que les livres qui ont été rongés auraient pas simplement disparu. Pardon. Par extension, j'imagine on peut imaginer le scénario où un livre trop abîmé aurait été peut-être détruit. Je ne sais pas si ça aurait été concevable à l'époque. Ça dépend de quelle époque on parle. Il faut voir aussi que le Moyen-Âge a connu quand même une longue période, on va dire, d'éclipse auprès des savants. On a longtemps considéré que c'était un art barbare extrêmement moche. Donc il y a aussi le fait que très probablement des livres trop abîmés, ils n'ont pas survécu parce qu'on les a jetés, ou que oui, effectivement, qu'il en restait plus grand chose à la fin. Après, c'est pas du tout la partie sur laquelle, enfin, je suis historienne de l'art de formation, et ma spécialité est pas du tout sur la conservation des manuscrits et ce qu'ils deviennent après la fin du Moyen-Âge. Ça, en général, ça m'intéresse pas des masses. Donc après, je peux pas non plus trop répondre sur les conditions de conservation, sur la survie des manuscrits. Voilà, c'est pas... Là, on sort un petit peu de mon domaine d'expertise quand même, mine de rien. Donc je voudrais pas vous dire trop de bêtises. En parlant de ton domaine d'expertise, il y a Sushi qui nous demande comment est-ce que s'organisent tes études. Je pense que ça couvre à la fois ce qui t'a motivé à aller là-dedans et qu'est-ce que tu as appris en pratique dans tes cours. Oula. Faire une réponse synthétique, ça va être compliqué. Du coup, moi j'ai une formation en histoire de l'art, de tout ce qu'il y a plus de classique. J'ai fait une licence en histoire de l'art classique. J'ai fait un master recherche en histoire de l'art médiéval, et moi ma spécialité c'est l'iconographie. J'étudie les images. Et un gros support d'images au Moyen-Âge, ce sont les manuscrits. Donc ce qui m'intéresse avant tout, moi, c'est le contenu des images, ce qu'on a vu. Ce que racontent les images, la manière dont elles sont faites, toutes ces choses-là. Et du coup, là, ça fait 6 ans que je suis en thèse sur ce sujet-là. Donc je suis en train de terminer ma rédaction. Enfin, alléluia. Et vraiment, le cœur de ma recherche, mon sujet de thèse très précisément, c'est vraiment les images dans les livres d'heures féminins. Déjà, est-ce qu'il y a une différence entre les livres d'heures féminins et les livres d'heures masculins? Est-ce que c'est identifiable quand on aborde les images? Et surtout, qu'est-ce que disent ces images? Qu'est-ce qu'elles vont raconter? Qu'est-ce qu'elles vont véhiculer en termes de valeurs? Qu'est-ce qu'elles vont enseigner aux femmes? Qu'est-ce que les femmes vont pouvoir projeter dedans? Donc le cœur de ma recherche, c'est pas forcément les manuscrits en tant qu'objet, c'est vraiment les images qu'on va trouver dedans. Je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais voilà, quelques éléments. Et donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, je fais une thèse de doctorat, évidemment, parce que j'ai oublié de préciser. Oui, du coup, on te demande qu'est-ce qui t'a poussé à faire un doctorat? L'amour de la recherche et de la science. Non, c'est juste que j'adore la recherche, vraiment. Chercher des informations, analyser ce genre de choses, travailler sur vraiment des objets anciens, et pouvoir ensuite produire quelque chose d'écrit et réfléchir comme ça sur ces questions. Et vraiment avoir une production scientifique concrète, c'est ce que j'aime bien faire dans la vie. Ça arrive à des gens très bien. Et voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et j'espère pouvoir continuer à le faire encore longtemps. Voilà. Et après la question qui tue. Ouais, du coup, il y a la question qu'il faut pas poser, c'est et après? Et après, pour apprendre la paléographie, en fait, ça c'est des formations un petit peu spécifiques, mais tu peux commencer en fac. Moi, je sais que j'ai eu des cours, j'ai commencé en master. Alors, j'ai eu des cours avec le master d'histoire médiévale de ma fac.
Après, il y a pas mal de formations qui offrent comme ça des cours. Quand on parle de paléographie, on apprend, ça désigne vraiment la matière qui le déchiffrement des écritures anciennes, mais surtout manuscrites. Parce qu'apraprès, il y a l'épigraphie qui est différente, qui concerne tout le versant sculpture monumentale, ce genre de choses. Je crois que le camarade et Olaf et puis les camarades historiens pourront préciser un petit peu plus, mais voilà. Après, il y a différents types de paléographie aussi. Moi, je suis formée en paléographie médiévale un petit peu. Paléographie moderne va être complètement différente. Et après, évidemment, l'école reine de la paléographie, c'est l'école des Chartes à Paris. Donc, ils forment des gens qui sont vraiment très très spécialisés dans la codicologie, dans l'étude des manuscrits de toutes les époques. Voilà. Et après, évidemment, il faut connaître le latin. Tout à fait. Pardon. Du coup, ouais, vous allez pouvoir échanger là-dessus dans le bar par la suite. Justement, je vois que Olaf est là, du coup, on va pouvoir rajouter sa perspective à lui. Il y a d'autres questions? Ça n'a pas l'air. Merci beaucoup pour les explications. Eh bien, de rien, avec grand plaisir. Et puis, de toute façon, il y a d'autres amphis qui sont prévus à des dates encore indéterminées, mais je reviendrai. Oui. On a hâte de voir la suite. Du coup, bon, je pense qu'on va encore tous te remercier un grand coup parce que c'est vraiment super. Et merci beaucoup pour toutes ces belles histoires, ces belles images et puis tout ce travail. Eh ben, merci pour vos questions. Je m'attendais pas à ce que ça vous intéresse autant, donc c'est chouette. Je suis extrêmement contente que ça vous ait intéressé à ce point-là. Et du coup, si, comme d'habitude, si vous voulez poursuivre la conversation, vous pouvez vous diriger vers le bar. Et voilà. Merci encore. Parce que c'était vraiment super. Allez, bisous, bonne soirée.